Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 7-8 Les Invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et aujourd'hui, mercredi 29 mars, parole à Hervé Le Goff, militant yvelinois du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Nous évoquerons avec lui la campagne présidentielle de son parti, certaines propositions de son candidat Philippe Poutou et la façon de faire campagne dans un département classé à droite comme les Yvelines. Parole aussi dans cette émission à Denis Verdier-Agneau, le directeur du développement culturel du Château de Versailles. Il nous présentera les journées européennes des métiers d'art prévues bientôt au château. Cette année, le public est invité à rencontrer ceux qui font vivre le théâtre de la Reine, régisseurs, machinistes ou encore peintres en décor. Mais on débute donc cette émission avec vous, Hervé Le Goff. Bonsoir. Bonsoir. Hervé Le Goff, vous êtes donc informaticien à la retraite, militant du NPA, je le disais, dans les Yvelines. NPA pour le nouveau parti anticapitaliste. Votre candidat à vous est connu, c'est Philippe Poutou. Et il a réussi finalement à réunir les 500 parrainages nécessaires, 573 précisément. Ça s'est joué dans les derniers jours pour lui, on le sait. Est-ce que vous avez eu peur que votre candidat ne soit pas représenté ou alors vous y avez toujours cru, vous le saviez que ça allait le faire? On a eu très peur, effectivement, de ne pas réunir les 500 parrainages. Ça a été une épreuve difficile. On a travaillé sur le terrain depuis plusieurs mois et les dernières semaines ont été vraiment très dures. Jusqu'au dernier carat, on n'était pas sûr de les réunir. Alors, notamment dans notre secteur, nous travaillons sur le secteur de l'Eure-et-Loire. Les Yvelines, bon, on a fait un petit peu une croix dessus. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que j'ai fouillé sur le site du Conseil constitutionnel. Zéro parrainage en provenance des Yvelines. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas essayé de chercher dans les Yvelines ou alors que personne n'a souhaité vous donner votre parrainage dans les Yvelines? Non, c'est par expérience. En fait, on sait que dans les Yvelines, le vote pour le NPA est ridicule. On est à 0,8%. Ensuite, on sait que les parrainages sont allés aux 3/4 pour Fillon dès le début, pour François Fillon dès le début. Donc, on a même préféré... Jean-Luc Mélenchon n'en a eu que 2 dans le département. Oui. Donc, c'est une situation qui aurait été impossible. Nous, on n'aurait pas réussi à prendre des parrainages. Donc, on a choisi un département qui est plutôt rural, avec des petites communes où les maires sont effectivement plus près des gens dans l'Eure-et-Loire. Dans les Yvelines, un département, vous l'avez dit, forcément difficile pour votre combat, pour votre parti politique. Vous avez combien de militants d'ailleurs? Est-ce que vous avez un chiffre précis? Vous connaissez les forces? Je ne vous donnerai pas de chiffre précis. Nous sommes une trentaine à peu près. Bon, tout le monde ne se réunit pas tout le temps. Donc, je n'ai pas les chiffres exacts. Et vos bassins d'activité, c'est le Mantois, c'est aussi peut-être la Verrière, Trappes Alors, nos bassins d'activité, ce sont les bassins d'activité industriels. Donc, on a sur la région de Renault, à Poissy aussi, j'imagine, avec Peugeot. Voilà. Là où il y a des usines. Là où il y a des usines et où, sur Trappes aussi, où on fait effectivement plusieurs diffusions. À ce propos, comment vous faites campagne, vous, dans les Yvelines, pour Philippe Poutou? Est-ce que vous faites du tractage sur les marchés comme font les autres partis devant les gares? Ou alors vous allez devant les usines plutôt, à la sortie des usines? Alors on fait principalement, il y a une campagne d'affichage qui va être menée, donc on va essayer d'afficher partout avec nos moyens qui ne sont pas énormes. Et puis effectivement, on va cibler plutôt en tractage les bassins d'emploi. On va cibler Renault, on va cibler Poissy, la centrale de Porcheville, les gares. On va effectivement faire comme les autres. On dit, mais bon... avec vos moyens. Avec nos moyens. C'est difficile, on y croit, on s'accroche toujours quand on est militant comme vous, ou alors on se dit finalement on n'a pas de moyens. On sait que forcément ça va être difficile de passer le premier tour, même très très compliqué, on va être réaliste. Est-ce qu'on est toujours malgré tout... encouragé à militer? Est-ce qu'on a toujours cette envie, cette niaque nécessaire du militant? Bien sûr qu'on a envie d'abattre le capitalisme. On a envie de plus de justice dans ce monde. D'autant plus qu'on est fier quand même de notre candidat, qui est un candidat ouvrier, qui n'a rien à voir avec les autres candidats qui se présentent. Il est près des problèmes de la population. Donc on est fier de ce candidat.
On peut se dire effectivement, se présenter au présidentiel, on sait bien qu'on ne passera pas le premier tour. Hein. L'objectif, c'est de faire entendre votre voix le plus largement exactement. possible, les idées des travailleurs, des plus précaires. Exactement, c'est l'opportunité effectivement de disposer, on ne l'a que tous les 5 ans, de disposer d'un porte-voix. Vous savez que notre emblème, c'est le porte-voix. Hein. Disposer d'un porte-voix pour exprimer la colère des travailleurs, pour exprimer les grandes lignes d'un programme d'urgence qu'ils ressentent comme indispensable. Justement, on va parler peut-être un peu rapidement de ce programme, notamment d'un point de vue économique. Donc vous le disiez, vous l'avez dit vous-même, abattre le capitalisme. Et ça passe par exemple pour lutter contre le chômage, les 32 heures pour tous, un SMIC à 1 700 € ou encore l'interdiction des licenciements. Est-ce que vous estimez que dans le monde d'aujourd'hui, avec les données d'aujourd'hui, tout ça c'est applicable? Ou alors c'est surtout, comme vous le disiez, porter quelques idées comme ça pour que ça émerge dans le débat public? Bien sûr que c'est applicable, mais c'est applicable, ce n'est pas applicable dans un régime présidentiel tel qu'on le connaît actuellement. La volonté, elle doit venir de la base, elle doit venir des travailleurs. Donc ce n'est pas effectivement en amenant un homme providentiel comme président qui décidera d'interdire les licenciements. Hein, c'est aux travailleurs de prendre leur destin en main. Avec des mouvements sociaux, par exemple? Avec des mouvements sociaux. Une révolution, est-ce qu'on est encore dans ce mythe-là, souvent montré du doigt, pointé du doigt par vos ennemis politiques de la révolution prolétarienne? Évidemment, c'est pas une révolution comme en 1917, hein, c'est pas aller pendre tous les méchants capitalistes, hein, c'est les virer tout simplement. Et les virer, c'est par des mouvements sociaux, effectivement, c'est des grèves, c'est une conjonction de toutes les usines qui se mettent en grève, c'est la volonté des travailleurs. Un peu comme en 1900, finalement, dans les années 1930, avec les congés payés et ce qui s'est passé ensuite avec le programme commun. Petite question, quand on lit votre programme, quand on écoute les discours, on se demande pourquoi il n'y a pas une candidature commune avec Lutte ouvrière et Nathalie Arthaud. Vous semblez porter tout de même les mêmes combats, alors pourquoi ne pas être ensemble pour peser plus, justement, notamment en termes de voix? Bien sûr, Nathalie Arthaud, c'est une camarade, hein. On est trotskistes, ce sont 2 partis trotskistes. Bon, on a quelques différences de vue sur la façon de mener la future révolution. On a des propositions qui sont un peu différentes des leurs, notamment sur les participations au combat sur les grands projets inutiles, sur l'écologie, sur le nucléaire. Bon, ce qui fait que ça n'a pas pu aboutir. Hein. Donc, vous le disiez vous-même tout à l'heure, ça va être compliqué pour vous, et c'est ma dernière question, ça va être compliqué pour vous de passer le premier tour. Ça veut dire qu'au second tour, vous vous abstiendrez ou alors vous serez tout sauf Marine Le Pen? C'est un peu... Alors non, notre position pour l'instant, c'est de demander, enfin de s'abstenir. Hein. Aujourd'hui, tous ceux qui passeront le second tour, on les a vus au pouvoir, on a vu ce que ça a donné. Macron, il était au gouvernement, les socialistes sont allés au gouvernement aussi. Donc, on laisse le choix aux gens. Hein. On se battra après contre Marine Le Pen si c'est elle qui arrive au pouvoir, mais on se battra aussi contre l'autre candidat. Merci Hervé Le Goff d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes membre du NPA dans les Yvelines. Merci à vous et puis bonne campagne. Excusez-moi. Sans transition, on prend à présent la direction de Versailles. Près de 200 métiers et 80 spécialités à découvrir. C'est ce que propose les 11e journées européennes des métiers d'art. Durant 3 jours, des professionnels d'exception vont partager leur savoir-faire. C'est notamment le cas de ceux du Château de Versailles qui participent à l'événement. Écoutez Denis Verdier-Magnot, le directeur du développement culturel du Château de Versailles. Il était au micro de Michael Elmidoro. C'est une manière pour nous de montrer ces savoir-faire, ces technicités particulières qui sont développées par des artisans dont les métiers d'art, qu'il s'agisse de fontainiers, de jardiniers, de doreurs, de ferronniers, de tapissiers, contribuent très largement à une meilleure compréhension pour nos visiteurs de la manière dont ce lieu est entretenu, maintenu, voire restauré quand c'est nécessaire, voire aller parfois jusqu'à des recréations quand des états ont disparu avec les transformations qu'ont pu apporter par exemple Louis-Philippe lors de la création du musée d'histoire de France. Pourquoi Versailles participe à ces journées européennes ?
Alors Versailles participe à ces journées parce que pour nous c'est très important de montrer à nos publics, aux visiteurs du lieu, que ce lieu est vivant avec ses pratiques de métier également et qu'il lui permet de mieux appréhender à ce visiteur, à ce public, comment sont réalisées ces activités d'entretien de maintenance que j'ai évoquées à l'instant. Et quelle est la programmation cette année à Versailles? Alors la programmation, elle vient de s'achever avec une grande exposition sur les fêtes et divertissements, dont cette semaine et ces journées des métiers d'art constituent un peu un phénomène de couronnement de l'activité, parce que dans cette exposition, nombre de ces métiers étaient présentés. Et à l'instar de ce qu'on va faire ce week-end au Petit Théâtre de Marie-Antoinette, le visiteur aura pu prendre mieux en compte le temps de travail, la difficulté de réalisation que représentent ces décors et leur maintien en l'état une fois qu'ils ont été restaurés, puisque ce petit théâtre a été restauré il y a quelques années avec le groupe LVMH. Combien de personnes participent à chaque édition de ces journées européennes? Alors on peut considérer qu'on arrive proche de la période des vacances de Pâques et donc on va avoir beaucoup de monde, environ quelques dizaines de milliers de personnes. Et c'est important également pour les ouvriers de montrer leur savoir-faire? Ah oui, c'est très important pour eux parce que c'est aussi un moyen de faire savoir que ces savoir-faire, ces techniques qui sont ancestrales et qui remontent à plusieurs siècles maintenant et qui sont développées bien sûr, qui se sont affinées, existent toujours, sont maintenues. On pourrait même parler de développement puisque si nous avons reçu des scolaires et des publics jeunes durant toute cette semaine autour des métiers d'art, c'est aussi pour le faire savoir, pour le faire connaître. Et pour ces professionnels, c'est très important que de faire connaître leur métier parce que c'est vrai que ce n'est pas très répandu et très commun. Versailles est le lieu idéal pour montrer son savoir-faire? Ah oui, je pense, parce que un tel écrin, si vous voulez, qui regroupe autant de techniques, de savoir-faire et de métiers, qu'il s'agisse des scènes de théâtre, l'opéra, comme on a évoqué tout à l'heure, ou bien les métiers des jardins, les fontainiers, les doreurs, les jardiniers d'art, tous ces métiers emploient des techniques et des savoir-faire qui sont très particuliers et qui trouvent là leur expression la plus forte, probablement la plus prégnante aux yeux des visiteurs. Qu'est-ce que vous aimeriez que les visiteurs retiennent de ces journées? J'aimerais qu'ils arrivent à retenir justement que tout ce travail qui est fait, qu'on doit contribuer pour eux à sauver et à maintenir ce patrimoine en état avec une fréquentation qui est importante, avec un nombre de touristes toujours plus important en Île-de-France, mais justement de faire savoir que la France, elle a ce degré d'excellence, elle a ses savoir-faire et que ce sont des métiers porteurs, même pour l'avenir, parce que dans beaucoup de pays, justement, il n'y a plus ces savoir-faire et cette tradition des métiers d'art. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités. Prochain rendez-vous demain, jeudi soir. D'ici là, retrouvez toutes nos séquences en replay sur tvfil78.com. Bonne soirée à tous.